Alors j'ai découvert l'information un peu comme vous tous ces dernières heures, des dizaines de coups de feu à l'arme de guerre, des habitants impuissants filmant la scène depuis leurs appartements et des riverains absolument paniqués, des tirs qui ont éclaté à Vénissieux, c'est dans la métropole de Lyon, c'est sur l'avenue du 8 mai 1945, la rue des Martyrs, de la Résistance, la rue Vladimir Komarov. Et c'est vrai que quand on regarde les images, on se demande où on est. C'est-à-dire que moi, quand je me rappelle, il y a des années de ça, on se moquait du Brésil. On disait au Brésil, dans les favelas, ça tire à tout va, il y a des morts, ils s'entretuent, c'est l'insécurité, etc. Bon, et on disait, de toute façon, le Brésil, ils ne sont pas aussi évolués que nous, hein, parce qu'on regardait tout ça, évidemment, toujours de la même manière. Aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, le Brésil, que je connais un petit peu, et le Mercosur, on s'aperçoit qu'ils sont en train de se développer, de nous dépasser à tous les niveaux, et que nous, on est en train de sombrer. C'est quand même un petit peu le sentiment que j'ai aujourd'hui. Et c'est une France que je n'aime pas, et c'est une France dans laquelle je n'ai absolument pas envie de vivre, je le dis franchement, et pourtant, il faut continuer à se battre pour essayer d'endiguer tous ces phénomènes de bande, tous ces phénomènes qui sont liés aussi évidemment au trafic de drogue, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Euh, que peut-on faire? Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend des mesures, mais elles ne semblent jamais assez efficaces. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se sent quand même un petit peu seul face à une situation de plus en plus critique, voire dramatique. Axel Ronde, vous êtes le porte-parole CFTC Police d'Île-de-France. Tout d'abord, cette affaire de Lyon, qu'est-ce que vous en savez de plus que nous à l'heure où on se parle? Écoutez, on sait que ce sont des individus qui sont dans le narcotrafic. On va pas se mentir. Ce sont des individus qui veulent revendiquer qu'ils sont chez eux, que c'est leur quartier, qu'ils feront la loi et que maintenant la loi de la République n'y s'y applique plus. Ils tirent en l'air, ils tirent sur des façades, des rafalages à la Kalachnikov Ah ben pour là, il y a des justement. impacts de balles qui ont été Bien retrouvés sur sûr, les murs des mais, immeubles. et Je vous c'est un rappelle qu'il y a miracle, eu des drames par le bien sûr, passé avec des balles qui sont passées à travers les vitres bien et sûr. des victimes derrière qui demandaient rien à personne, qui étaient juste chez elles. Bien sûr, des gens qui sont morts dans leur sommeil. Vous imaginez, avec une balle en pleine tête de Kalachnikov, comme si on était en zone de guerre. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans beaucoup de zones en France. Vous pouvez mourir d'une balle perdue par le tir de narcotrafiquants. C'est ça la réalité du pays. Alors, j'ai quand même envie de vous dire, excusez-moi, mais où est la police? Mais la police, Que fait malheureusement, la mais police? que fait la police? Elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Elle ne peut pas malheureusement être partout parce qu'elle manque cruellement d'effectifs, de moyens, surtout la nuit. Il y a très peu de véhicules de police de patrouille parce qu'il n'y a pas assez de personnel qui vont en brigade de nuit. Parce que, encore une fois, on réclame toujours plus d'effectifs parce qu'on nous demande toujours plus. Vous savez, on ne peut rien faire Moi, dans j'ai notre l'impression, je pays. vais vous dire, j'ai l'impression que ce discours, je l'entends depuis 20 ou 30 ans. Mais oui, c'est ce qu'on Au dit. moins, Au moins, au moins. tout à C'est-à-dire que ça fait. ne change pas, c'est toujours, il n'y a pas assez d'effectifs. C'est ça. Donc on n'en sort pas. Mais bien évidemment, nous, n'arrête pas d'alerter, et puis ça fait déjà de nombreuses années qu'on prévient qu'il y a un problème avec le trafic de drogue, qu'on a laissé s'installer dans certaines zones, dans certaines banlieues pour acheter la paix sociale. Nous, on était simplement là pour faire quelques opérations, pour montrer notre présence, mais on voit que ça a explosé, que ça a touché l'ensemble du territoire, et on se retrouve maintenant avec des véritables zones où les dealers ont pris, si vous voulez, le pouvoir. Le trafic de drogue, ça rapporte maintenant plus de 7 milliards d'euros chaque année au bas mot. En plus, on ne parle pas de l'ensemble du trafic, parce qu'ils ne sont pas que dans du trafic de drogue. Il y a le trafic de cigarettes, le trafic de prostitution, trafic de vol de voitures, de pièces détachées, et j'en passe. C'est une véritable mafia qui s'installe dans notre pays. D'ailleurs, c'est le Mexique qui, a à peu près 1 an et demi, nous a alerté quand il y a eu une délégation de La juges. mexicanisation de la France. C'est ça qui nous ont dit, faites attention, les indicateurs chez vous
sont au rouge et ça commence comme ça. Chez nous, ça a commencé comme ça. C'est pour ça qu'ils nous ont alertés pour prendre des mesures. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des différents ministres qui ont pris ces mesures et qui ont réellement parlé de guerre quand même. Il y a eu une rupture dans le discours. Enfin, le terme guerre est utilisé un peu n'importe comment et tout Au le temps. moins, il a le mérite d'exister. Oui, parce qu'avant, c'était que bon, dans la bouche des fonctionnaires de police et on avait l'air de dire, bon, on a un petit peu, voilà, ils sont bien gentils, ces policiers, ils nous disent toujours la même chose, mais bon, voilà. comment s'appellent les opérations contre les narcotrafiquants? Placenet XXL. Ça a bien marché. Ça sert, mais vous savez tout. Ça a bien marché. Mais bien évidemment que ça marche. Ah bon? Mais il faut que ça dure. Mais c'est ça, il faut que ça dans la marche durée, temporairement. et ça mange énormément d'effectifs de police, si vous voulez. Ces opérations, elles nous ont permis, si vous voulez, d'obtenir du renseignement, de prendre la mesure de l'ampleur du phénomène qui touche beaucoup de points de deal, beaucoup de circonscriptions, beaucoup d'endroits où il y a ces jeunes qui se livrent à ces trafics de drogue. Et nous, ça nous permet de comprendre leurs mécanismes. Et après, ça permet d'avoir aussi des saisies, si vous voulez, où chaque semaine, chaque mois, vous avez 10, 15, 20 tonnes peut-être de drogue saisie, pas simplement qu'en métropole. En Outre-mer, beaucoup, il y a de saisies de drogue. La Marine nationale participe beaucoup à des opérations lutte anti-drogue avec la gendarmerie et la police nationale. D'ailleurs, dans les dom-toms, on en parle très peu, mais ça tire énormément. C'est des zones de guérilla qu'il y a. Il y a énormément de personnes qui meurent, d'ailleurs, par ces règlements de compte et par ces tirs sur les dom-toms. On va continuer d'évoquer évidemment cette insécurité qui est liée au trafic de drogue, au narcotrafic. On va parler avec Michel dans un instant qui appelle Europe 1 depuis la Haute-Loire pour savoir quel est son sentiment par rapport à ça, son inquiétude même probablement. Mais avant, Victor Hérault, je vous voyais bouillir de l'intérieur. Bouillir, oui, parce que alors déjà, il faut se rendre compte de l'ampleur des dégâts. C'est-à-dire qu'on va nous dire, oui, mais vous êtes alarmiste, mais vous surfez sur les peurs, etc. Mais je demande à nos auditeurs d'aller, s'ils le peuvent, sur Internet, là, et de taper Lyon fusillade. Le nombre d'articles qui ne parlent pas des mêmes faits, rien que sur ce mois-ci, c'est hallucinant, je viens de le faire. On parle d'une fusillade de samedi soir. En réalité, il y en a une également hier soir. C'est-à-dire que même nous, on est déjà en retard sur l'actualité, puisqu'hier soir, il y a une fusillade avec un mort tué de 2 balles qui était guetteur, qui était à Vaux-en-Velin, donc cette fois-ci dans le nord-est de Lyon, cette fois-ci pas dans le sud, à Vénissieux, mais même Vénissieux, 3 décembre, 19 décembre, avant-hier. Bon, en fait, les faits se multiplient comme des petits pains, j'ai envie de dire. Et surtout, vous disiez, ça j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez, Christophe, est-ce que ça marche, les plastiques XXL? En réalité, oui. En réalité, oui, et on peut le mesurer à une chose, c'est aux représailles du narcotrafic. Moi, je trouve. Si, parce qu'on le voit lorsque le narcotrafic réplique. Le meurtre d'Amine Kessassi, oui, parce qu'il est dérangé. Et l'incendie du collège à Dijon, en début de mois, par ailleurs, ce mois de décembre, ça a été bon. Mais l'incendie du collège à Dijon en début de mois de décembre, ce sont des vengeances de la part du narcotrafic envers l'État. C'est-à-dire que là, ils ne se tirent plus entre eux, entre bandes, mais ils visent l'État. Pourquoi? Parce que l'État commence à attaquer leurs affaires, à les déranger un petit peu. Ça ne va pas assez vite à mon sens, mais il faut voir quand même que s'il y a réaction, c'est qu'il y a eu action en amont. Oui, mais alors si l'État-nation, qui est centralisateur, très jacobin, recule, c'est parce qu'on a laissé aussi, l'installation, à travers cette chimérique et sanglante politique de la ville, des zones entières où une certaine partie de l'immigration s'y est installée, et s'y est installée avec ses codes. Et à travers justement la politique de la ville et son corollaire, l'antiracisme, eh bien l'État aujourd'hui est tétanisé à déployer une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre. Vous avez l'État qui est responsable évidemment de cette guérilla qui s'étend. Je rappelle que Gérald Darmanin avait dit qu'il n'y avait plus de safe space en France. 79% des communes en France sont touchées par le narcotrafic. Pourquoi ? Parce que dans ces quartiers-là, c'est une économie, c'est un néolibéralisme presque de base qui prend effet et qui, parce que la manne financière du narcotrafic est telle, génère des convoitises et des intérêts qui amènent des conséquences de cet ordre-là. Ça, c'est la première des raisons. La seconde des raisons, c'est l'Europe. Comment ces armes arrivent en France? Par quel biais? Par la circulation des biens, des services, des capitaux, etc. Donc l'Europe de Schengen favorise malheureusement la criminalité en France. Et enfin, vous avez une responsabilité judiciaire. Ça n'est pas du fait du politique. Gérald Darmanin s'y est attelé avec sa loi
contre le Que narcotrafic. fait la justice derrière? Exactement. Oui. La justice des mineurs, que fait le Conseil constitutionnel? Il annule les lois. Donc comment voulez-vous faire? Par quel biais voulez-vous réorganiser l'État-nation? Par quel biais voulez-vous, encore une fois, que l'État fasse son travail? Quand, de surcroît, et je rajoute et je termine là-dessus, les arbitrages budgétaires sont comment dire, complètement réduits à peau de chagrin concernant le régalien. Sur 1000 € de dépenses publiques, 25 sont dédiés à la police, à la gendarmerie, 5 pour la justice. Donc comment voulez-vous rétablir l'ordre, éviter la mexicanisation de la France, si on n'arrive pas déjà à juguler Et c'est vrai, ces problèmes? c'est vrai que le trafic, en plus, est partout et s'étend, parce que quand on parle de 80% des communes, il y a des communes rurales Mais- aujourd'hui qui sont concernées, et j'en parle d'autant plus facilement que la mienne, Oui. en Gironde, je ne vais pas donner le nom, mais est concernée, 2000 habitants, et tout d'un coup, on découvre des plantations de hashish Tout à fait. en plein milieu des bois. Et vous Donc, savez pour quelle c'est sûr raison? qu'à la campagne, ils sont tranquilles, ils peuvent Exactement. trafiquer. Vous Même savez des pour quelle raison? laboratoires, des Vous savez- laboratoires de Et transformation des laboratoires de transformation cocaïne, hein. dans les Vous savez, hangars. vous savez Oui. pour quelle raison, cher Il n'y a Christophe? plus d'agriculteurs, mais il y a de la coke. Parce que dans les métropoles, le trafic est saturé. Eux, ce sont des entrepreneurs. Ben oui. Donc, ils vont aller chercher d'autres zones de Par chalandise. le marché. Exactement. Christophe Bordet, vous, ça continue jusqu'à 13h. À tout de suite après une courte pause. Restez avec nous sur Europe 1. Mais oui, c'est formidable, cette France qui va tellement bien, qui va tellement bien, tous ces quartiers qui sont en proie aux narcotrafiquants, aux armes lourdes. Mais tout va bien, Tout va sinon très bien, il n'y a pas de Madame la problème. Marquise. Il n'y a pas de problème, on termine l'année sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Alors effectivement, il y a ces coups de feu d'armes de guerre, des tireurs qui sèment la terreur dans ce quartier de Vénissieux, dans la métropole de Lyon, ça c'était samedi soir. Vous l'avez dit tout à l'heure, un homme tué par balle dans la nuit près d'un point de deal à Vaux-en-Velin. Et l'auteur est en fuite, apparemment. Ils ne l'ont toujours pas retrouvé à l'heure qu'il est. On a quand même des balles qui vont se loger dans les murs des immeubles. Donc, ça veut dire qu'on risque sa peau, même quand on est en train de dormir ou de manger sa soupe, hein, comme je disais il y a un instant. Non, mais c'est vrai que ça paraît complètement fou. Puis alors, on pourra aller plus loin, parce que je ne vais pas tout mélanger, mais enfin, quand même, puisqu'on parle de violence, de trafic, etc. Moi, je suis assez épaté que hier soir, on ait des problèmes dans plusieurs villes de France, que ce soit à Lille, que ce soit à Toulouse, parce qu'il y avait le match de l'Algérie dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, et que donc, on y va, mortier d'artifice, des blessés et tutti quanti. C'est absolument insupportable, et ça donne une image générale du pays qui est absolument catastrophique. Alors on va en parler, continuer d'en parler avec Axel Ronde, qui est porte-parole CFTC Police Île-de-France, qui est avec nous, mais également avec Michel, qui patiente depuis un petit moment, qui est avec nous au téléphone, qui est en Haute-Loire. Michel, bonjour. Bonjour et bravo pour vos émissions. Je vais aller directement sur les Kalachnikov et embrayer sur ce que M. Macron a dit pour le Covid-19. Nous sommes en guerre. Eh bien, c'est pareil, nous sommes en guerre civile. Il faut donc employer des moyens, et les moyens sont ceux employés pour le Covid, c'est-à-dire restriction des libertés, on le sait. Eh bien, là, ce sera pareil, restriction des libertés avec emploi de la force armée, c'est-à-dire l'armée en soutien des forces de police et de gendarmerie. Police-gendarmerie avec réquisition du parquet pour vérifier tout ce qui se passe dans les immeubles, l'armée pour ceinturer les bâtiments et empêcher tous ceux qui pourraient sortir et qui nuire à la population, et saisie de toutes les armes. On est en état de guerre, ça il faut le dire. En 1992, j'étais étudiant salarié à Lille 2, et un préfet nous a fait un cours de désinformation en disant, vous savez, il y a des quartiers qui échappent à la République. En 92. 2025, c'est plus des quartiers, c'est pratiquement des villes entières. Nous sommes en état de guerre, et ça, il faut le savoir. Bon, Michel, j'entends ce que vous dites. Je suis relativement, d'ailleurs, d'accord avec vous. 50 000 fois, je me suis dit, et je ne suis pas le seul visiblement, puisque vous en parlez, mais pourquoi on ne va pas chercher l'armée pour mettre un peu d'ordre dans tout ça? Mais au final, à chaque fois, la réponse est la même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le rôle de l'armée. Alors, puisqu'Axel Ronde est porte-parole CFTC Police et qu'il est avec nous, est-ce qu'effectivement, on ne peut pas imaginer à un moment qu'il y ait quand même une décision qui soit prise
pour que l'armée vienne en renfort au service de police pour remettre de l'ordre là où il doit être remis une fois pour toutes. Non, je pense pas, parce qu'au final, ça ne servira pas à grand-chose si on ne lui donne pas des moyens supplémentaires. Vous savez, c'est le fantasme un petit peu de l'armée qui va pouvoir résoudre tous les problèmes. Non, en temps de paix, elle ne va pas pouvoir résoudre ces mêmes problèmes que la police nationale n'arrive pas forcément à résoudre parce qu'elle n'a pas les bons outils. Par contre, ce qu'on pourrait faire, effectivement, c'est décréter l'état d'urgence sur certaines zones, sur certains territoires, pour justement faire des perquisitions administratives sur des endroits où on le sait qu'il y a du trafic de drogue, on sait qu'il y a des trafics d'armes, qu'il y a de l'armement, pour justement faire, pour rechercher tout ça et pour pouvoir interpeller les individus qui sont en possession de cette drogue et de ces armes. Oui, il y a des moyens et il y a il faut une volonté derrière, politique, il faut du courage politique pour ça, parce que les services de police, on est en capacité de répondre. Il suffit qu'on nous donne les bonnes instructions, les bons ordres. Encore une fois, il faut qu'on reste dans un cadre légal. Donc c'est aussi aux législateurs de faire évoluer les lois s'il y a besoin. En tous les cas, nous, on n'a pas forcément pour l'instant besoin de l'armée. Elle nous épaule sur les opérations Sentinelle pour la mission Vigipirate dans le cadre de l'antiterrorisme. C'est une très bonne chose. Effectivement, là, ça peut nous soulager sur certaines zones à contrôler, certains sites sensibles. Mais au-delà de ça, utiliser l'armée Moi, je vais vous demander une question. Je vous pose une question très simple, Axel Ronde. On parlait tout à l'heure de la campagne des zones rurales qui aujourd'hui sont concernées également par le trafic de drogue, quel qu'il soit. Et je vous disais hors micro, quand on en parle avec les forces de l'ordre sur place, elles vous demandent mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Donc à partir de là, on se dit bon bah alors s'il n'y a plus rien à faire, on va chacun rentrer chez soi puis on va attendre que de se faire canarder par les voyous. Mais vous savez, c'est un petit peu comme une médecine de guerre. Quand vous êtes sur un théâtre d'opération, et ben vous allez malheureusement trier les urgences. Ben c'est ce qu'on fait, nous on trie malheureusement les urgences. Donc effectivement, quand c'est des choses qui pourrissent le quotidien de Français, qui vraiment ne comprennent pas forcément ce discours en disant oui, j'ai vu que, je sais pas, un exemple, qu'il y avait des pieds de drogue dans un endroit. Au milieu des bois, à la campagne. Voilà, au milieu des bois. Je les ai moi-même enlevés, mais j'ai prévenu les services de gendarmerie ou de police qui m'ont dit qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Malheureusement, oui, on va pas le mettre à faire une planque pour regarder qui a planté ces pieds de cannabis, parce que on doit traiter les urgences. Vous savez, il y a des personnes qui, comme vous comprenez, qui se font agresser, cambrioler. Et là, on est obligé d'envoyer immédiatement un véhicule et après, on n'a pas assez de monde parce que il y a tellement de délinquance qui frappe le pays. Les chiffres le montrent. Chaque jour, même dans vos éditions, vous en faites référence, qu'il y a des attaques au couteau, des cambriolages, des agressions, des meurtres, et on est obligé de répondre à cela. Donc oui, on va trier les urgences, et souvent, il y a certaines choses qui pourrissent le quotidien des Français, qui justement participent à ce phénomène d'insécurité, parce que malheureusement, on n'a pas assez de monde. Sur certaines zones, il peut y avoir qu'un véhicule de police. La nuit, sur une ville, il y a 2-3 véhicules de police, c'est tout. Donc il faut aller au plus urgent. Résultat des courses, les narcotrafiquants ont pris le dessus. Mais ils le savent. Et c'est eux qui gouvernent maintenant. C'est quand même formidable. Oui, bien sûr. Sabrina. Simplement pour rappeler la promesse du président de la République de construire en 2017 15 000 places de prison. Nous le savons tous que finalement la seule solution structurelle pour éviter ces criminels d'empoisonner la vie des gens, de les faire entrer dans une logique de séquestration, de les encaserner, de les apeurer au quotidien, c'est bien évidemment la construction de places de prison. Moi, je regarde l'exemple du Salvador. Combien de présidents ont dit la même chose et ne l'ont pas fait parce qu'il n'y a pas de pognon. Je suis entièrement... Il n'y a pas de pognon. Alors, pardon, cher Christophe, l'argent, on peut le trouver. Si par exemple, vous supprimez tous les comités Théodule, les 1214 agences de l'État qui ne servent pas à grand-chose, on peut récolter quelques milliards. Si on supprime les aides non contributives aux étrangers, on peut récupérer quelques milliards et construire des places de prison. Donc des économies, on peut en trouver, et les arbitrages, on peut les opérer. Simplement, il n'y a pas de décision politique tranchante qui va dans ce sens-là. C'est la seule. Moi, je prends l'exemple, par exemple, du Salvador. Il y a eu 1000 jours sans aucun
homicide. C'était le pays le plus dangereux d'Amérique du Sud. J'ai vu les fêtes de Noël au Salvador et ce qu'a dit Nayib Bukele, c'était fantastique. Il a été réélu à plus de 86%. Pourquoi ? Oui, Parce mais que vous ne les pensez quand même pas que les citoyens français voteraient pour un président comme le président du Salvador. Je ne parle pas de la Là, je peux méthode vous dire, Bukele. ça ne marcherait pas. Mais ça je dis marcherait simplement pas. qu'en quelques mois, il a construit plus de 70 000 places de prison. Donc, il a sauvé sa population. Pourquoi est-ce qu'en France, nous ne sommes pas capables d'émettre une loi spéciale qui va dans ce sens ? Bon, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1 parce que je voudrais quand même évoquer avec vous et avec Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1 qui nous a rejoint, je voudrais quand même évoquer l'histoire de ce Malien qui a poignardé 3 femmes par exemple dans le métro. Ça s'est passé il y a quoi ? Il y a 3 jours maintenant, samedi. C'était vendredi. Ou vendredi, voilà, ça s'est passé vendredi. Et tout d'un coup, on apprend que ce Malien en fait aurait un passeport français. Donc j'aimerais comprendre, parce qu'il est sous OQTF, en même temps on nous dit qu'il a peut-être un passeport français. On n'y comprend plus rien, on va essayer d'y voir un peu plus clair dans les secondes qui viennent, ma chère Marilyn. 1h moins le quart sur Europe 1, ne bougez pas, Christophe Bordet vous revient dans un instant pour ce dernier quart d'heure d'émission. A tout de suite sur Europe 1. Pour terminer le débat que nous avons depuis quelques minutes maintenant, j'ai envie de vous dire liberté, égalité, fraternité, mais pas sécurité, ce qui est quand même un petit problème, puisque ces dernières heures ont été marquées, je le dis et je le redis, par tout un tas de faits divers, notamment du côté de Lyon, avec des tirs à l'arme automatique en pleine rue, avec quand même une personne qui a été tuée également du côté à Vaux-en-Velin, de au Vaux-en-Velin. nord-est de Lyon. Voilà, donc l'auteur est toujours en fuite et c'est vrai que ça pose quand même question parce qu'on se dit le narcotrafic avance toujours plus et la sécurité, elle, continue de faire du surplace, voire de reculer. Et puis il y a eu cette affaire qui nous a tous marqués. C'était vendredi dernier, ça s'est passé dans le métro parisien. Nous avons donc un jeune homme, a priori malien. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que suivant les chaînes d'information vendredi ou suivant les chaînes tout court, dans certains journaux de 20 heures, on n'osait pas dire qu'il était malien. Bon, il n'y a pas de problème, il faut le dire. Voilà, c'était un Malien, a priori. Sauf que ça se corse un petit peu parce que cet homme qui a poignardé donc 3 femmes, qui les a blessées, heureusement, elles ne sont pas mortes, voilà. Il se trouve que cet homme, aujourd'hui, on nous dit qu'il a peut-être un passeport français. Alors, Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1 est avec nous. On aimerait quand même comprendre de qui on parle concrètement. Qui est cet homme ? Alors, il faut on va refaire les faits chronologiquement. Donc, cet homme agresse 3 femmes dans le métro en fin d'après-midi vendredi. 2 heures plus tard, il est retrouvé chez lui. Ensuite, grâce à la vidéosurveillance et à la géolocalisation de son portable, les policiers l'interpellent. Et lors de la perquisition, les policiers découvrent un passeport français à son nom. Visiblement, il aurait été naturalisé donc en 2018 et ce matin, donc on apprend donc qu'il serait français. Pourtant, dans un communiqué que Beauvau nous a fourni ce week-end, Beauvau nous apprend que l'homme a été condamné en janvier dernier pour vol aggravé et agression sexuelle et qu'il a ensuite été placé en centre de rétention administrative. S'il est en centre de rétention administrative, pourquoi Parce qu'il avait une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français. Mais comment il peut avoir une OQTF s'il est français ? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et justement, donc je dois pas être le seul. Beauvau était un peu embêté ce matin, étant donné que c'est 2 informations qui se télescopent. Il ne peut pas être sous OQTF et avoir un passeport français, étant donné que il est français, il a la nationalité française. Donc on leur a demandé. Et Beauvau nous explique ce matin qu'à aucun moment cet homme n'a évoqué cette nationalité dans les différentes procédures auxquelles il a été confronté depuis 3 ans, donc procès, présentation devant le JLD, le juge des libertés de la détention. Ce qui fait qu'en fait, il y a eu visiblement un couac entre les services administratifs qui ont... Un couac, le mot est faible. Et Beauvau, et la justice. Pas forcément un couac, parce que si l'intéressé ne se déclare pas français et continue à se déclarer malien, par exemple, nous, on ne peut pas vérifier s'il est français ou pas. On doit bien avoir des documents quand même quelque part disant que cette personne est française. Oui, mais vous savez, les services de police, par exemple, on n'a pas accès aux fichiers de l'état civil. Ce sont des services différents. C'est des services différents. Donc, quand on fait des contrôles, on ne peut pas savoir effectivement si cette personne a un passeport ou on n'en a pas. Donc, s'il nous déclare
qu'il n'a pas qui nous dit pas qu'il est français. Ouais. Ou souvent, vous savez, des personnes issues de l'immigration qui arrivent clandestinement dans le pays détruisent leurs papiers d'identité et nous fournissent Bon. d'autres identités. En tout cas, Peut-être qu'il avait un alias Là, aussi. direction la prison, si jamais il ne reste pas en centre de rétention, parce que Mais c'est non, ce qui là, va se il a été passer. placé Ah en non. hôpital psychiatrique. Ah oui, c'est vrai. Il a été Oui. sorti de garde Donc, à comme vue. il est malade, il ira jamais en prison, pas de problème. Mais si les Il services va pouvoir administratifs, continuer, il ressortira, il continuera. il pourra pas être expulsé Allez, du territoire expliquez ça aux français Français qui Parce nous qu'il est écoutent. français. parce qu'il est français. Donc pour Vous vous l'instant, rendez il compte, est amené à tellement rester sur le français territoire qu'on met français. 3 jours à réaliser qu'il est français. Non, mais quand c'est même, hein. dingue. Alors, Merci, il y a en été, tout cas. Il y avait juste une hypothèse sur laquelle je voulais revenir, c'est Oui, que rapidement. on peut annuler une naturalisation. Il y a un délai de 2 ans, c'est-à-dire qu'on peut fournir un passeport à quelqu'un. Si cette personne, on s'aperçoit qu'elle a donné des fausses informations, un faux prénom, une fausse date de naissance, etc., pendant 2 ans, on peut lui ôter ce passeport. Et c'est peut-être ce qui s'est passé, il y a une enquête en cours. Bon, merci Jean-Baptiste Marty. Évidemment, on va reparler de cette affaire dans les journaux d'Europe 1, bien entendu, parce qu'elle mérite quelques éclaircissements encore, bien entendu.